on constate que le Kasaï central a été sûrement victime de la mauvaise foi. Le Kasaï central a été de nouveau victime de la mauvaise foi parce que ce n'est pas normal que lors du premier mandat, le Kasaï central n'a pas été représenté. Chers amis, chers confrères, c'est le cas de le dire. On doit se regarder en face et dire clairement si on peut espérer sur Félix Tshisekedi ou c'est quelqu'un d'autre sur qui on peut compter. Et ça sera tout. Merci de nous regarder à travers Mutachini officiel, cette chaîne YouTube au Kasaï central dans la ville de Kananga. Sur ce plateau, nous avons le vrai plaisir de recevoir pour vous Van Frédéric Tshilanga, les journalistes devant au Kasaï central. Il est prêt pour le compteur.cd. Avec nous, nous allons parler de la sortie du gouvernement Judith Suminwa-Funuka, la première ministre de la République démocratique du Congo. Monsieur Van Frédéric Tshilanga, bonsoir. Bonjour, chers amis, bonjour à tous les compatriotes qui nous écoutent à travers le monde. Merci encore une fois de l'estime portée à ma modeste personne. Je suis très heureux de toujours répondre à des invitations qui viennent de Mutachini officiel parce que notre voix porte essentiellement sur ces grands médias et la liberté d'expression qui est garantie par notre constitution va sûrement être respectée et nous allons en faire usage. Merci encore une fois de la confiance. Merci de nous regarder puisque vous êtes très nombreux et merci de la confiance que vous nécessitez de nous accorder sur cette chaîne YouTube de Mutachini officiel. Cette émission est présentée par Pascal Kabisségué et avec toute l'équipe de Mutachini, de nous bien merci. Monsieur Van Frédéric Tshilanga, catégorie, je vous ai présenté tout à l'heure, avant d'aller loin, près de 6 mois après la prestation de serment du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et quelques mois après la sortie de l'ordonnance nommant la première ministre, Judith Suminwa-Funuka, le gouvernement est en train de sortir. C'est quoi la lecture que vous en faites? Merci encore une fois de la question. Il y a, à mon sens, plusieurs leçons qu'il faille retenir par rapport à cet événement, la sortie du gouvernement de la République. La première leçon, c'est que nous sommes allés dans le manœuvre dilatoire et inutilement chronophage. Le manœuvre qui nous a bouffé du temps, alors qu'on aurait pu capitaliser parce que le développement du pays, les questions sociales éprouvées par la population dans ces derniers retranchements n'attendent pas. Ces questions ont besoin effectivement d'avoir des réponses et ces réponses ne peuvent venir que des responsables du gouvernement attitré. Mais vous avez vu, 6 mois après que le chef de l'État ait prêté serment, nous sommes allés dans le manœuvre parce que simplement un groupe d'individus qui ont voulu installer une sorte d'oligarchie dans ces pays avaient tout intérêt à vouloir se mettre d'accord sur un certain nombre de choses avant que le gouvernement ne sorte. Mais bien avant ça, il y a eu effectivement des tractations qui ont été observées dans le cadre de la formation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Même ça encore, ça nous a pris du temps, alors qu'on aurait pu capitaliser dans le temps. Est-ce qu'on va vouloir acquiser aujourd'hui la Constitution? Je ne pense pas que ce soit effectivement le débat à l'ordre du jour parce que nous savons que la Cour constitutionnelle peut avoir suffisamment de temps, notamment 2 mois, qui nous sont accordés par la Constitution pour se prononcer sur la nature de personnes qui doivent siéger effectivement au sein de l'hémicycle du Parlement, de la Chambre basse du Parlement de la RDC, mais ça ne pouvait pas nous amener jusqu'à 6 mois, chers amis. Et donc, nous sommes allés, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les dilatoires, dans les manœuvres inutilement chronophages, et nous avons perdu du temps. Un groupe d'individus, donc vous faites allusion à l'Union sacrée. Bien entendu, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a eu une sorte de tripatouillage, il y a un directoire qui a été installé, et ce directoire, avec des ténors entre guillemets de la politique, qui devaient s'entendre sur un certain nombre de choses, parce que d'abord on est parti sur des propositions que ces derniers, le responsable de ces directoires de l'Union sacrée, on parle de la présidence, quelque chose de ces genres, ces individus devaient s'entendre. Et dans leurs ententes, ils ont proposé notamment leurs propres frères biologiques, leurs propres sœurs biologiques, et même leurs fils biologiques, comme si la République devait effectivement se résumer à cette caste de personnes. Et vous avez même vu qu'il fallait qu'il y ait un levier de bouclier au niveau national, et qu'il y ait des mécontentements qui ont été exprimés même par
le député membre de l'Union sacrée, pour que ces individus reviennent à la raison et changent leur fusil d'épaule. C'est tout ce que vous m'avez entendu dire tout à l'heure. On est allé vers une sorte d'instauration de l'oligarchie, un type de gouvernance tablé sur des individus qui se sont amassés des moyens depuis la nuit des temps et qui pensent que ce sont eux qui peuvent prendre la réflexion pour la République. Et donc ces manœuvres ne nous ont pas avancé. Et enfin, le gouvernement est sorti. La deuxième lecture qu'il faille noter, c'est que c'est un gouvernement complètement déséquilibré. Déséquilibré parce que il y avait les débats sur les débats qui est imposé par la Constitution. Aujourd'hui, les termes de la Constitution, c'est que le gouvernement de la République doit respecter les critères de la représentativité. La représentativité veut dire, nous avons 26 provinces aujourd'hui, au moins chaque province doit utilement se retrouver dans le gouvernement. Alors, le débat a été placé sur le respect, bien sûr, de la Constitution, les termes de la Constitution, notamment la représentativité, mais lorsqu'on regarde la manière de penser la représentativité par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, c'est de vouloir favoriser certaines provinces avec plus de ministères et les autres ne se sont pas retrouvés dans le gouvernement. La deuxième leçon qu'il faille noter, les déséquilibres aujourd'hui qu'on note. On va sûrement y revenir parce que on a des questions profondes, des questions spécifiques par rapport à chaque province pour comprendre à quel niveau ces déséquilibres n'a pas été très bénéfique pour la République. La troisième leçon qu'il faille noter par rapport à ces gouvernements, c'est qu'il y avait quand même un débat qui a été soulevé dans ces pays, le débat sur la réduction du train de vie de l'État, des institutions. Mais on est parti d'un gouvernement de 57 ministres, de Samalou Condé, vers 54. Est-ce que c'est ça effectivement une manière de réduire le train de vie de l'État? Je dis tout de suite non. On est en face d'un gouvernement, encore une fois, éléphantesque et inutilement budgétivore. Éléphantesque et inutilement budgétivore. Dans quel sens? Parce qu'on aurait souhaité que cette fois-ci, parce que lorsque les débats sur la réduction du train de vie de l'État a été soulevé, le gouvernement a tout de suite mordu à l'hameçon. Le gouvernement avait estimé que c'était un débat inutile et que par la suite, ils ont compris que les opposants, notamment Denis Sangaïpou Diakaseng, qui étaient porteurs de ce débat, avaient estimé que l'État congolais perd des millions, des masses d'argent dans des facéties, dans les entretiens des institutions, alors que le social qui est aujourd'hui le leitmotiv de la gouvernance actuelle, on nous parle du peuple d'abord, le social était presque quasiment abandonné. Et parce que vous décriez, c'est son acteur dans le gouvernement. À votre avis, il fallait en avoir combien pour le gouvernement? Moi, je pense que si on était dans la logique réelle, nous avons eu quand même un premier ministre dans ces pays qui a ramené le gouvernement, je crois, à 36 ministres. Matata Tamponio, dans ces pays, dans ce même pays, avait ramené le gouvernement de la République à moins de ministères que ce qu'on nous a présenté aujourd'hui. Et donc, c'était raisonnable. Aujourd'hui, nous avons 26 ministères. Pourquoi pas, par exemple, 26, on a aujourd'hui 26 provinces, je vais dire. Dans les 26 provinces, si on était sérieux avec nous-mêmes, on pouvait logiquement avoir un gouvernement, à mon sens, d'un 33 ministères. Ça pouvait être raisonnable parce qu'au moins, chaque province allait sûrement se retrouver. Parce que ce qui compte, ce n'est pas qu'on rentre dans les sensibilités dans des provinces. Ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'au moins chaque province, selon les prescrits de la Constitution, soit respectée. La troisième notion, la troisième leçon qu'il faille noter pour compléter effectivement celle de la représentativité et de ces déséquilibres que nous avons dénoncés tout à l'heure, il y a nécessité de noter qu'il y a des ministères qui ont été accordés largement à des régions. Vous avez des provinces qui ont eu plus de ministères que les autres. C'est ces déséquilibres, encore une fois, sur le plan numérique qui dérange. Parce que si on est on vit dans un même pays, il y avait nécessité au moins que l'équilibre qui était voulu et la représentation qui était voulue soit au moins de mise, qu'on considère que dans chaque province, si on a parlé par exemple de 2 ministères dans cette province, on devait en trouver de 2 autres dans une autre province. Au moins, ça ne pouvait pas faire débat. Vous avez vu, la dernière leçon que je trouve, c'est que on est parti dans toutes ces manœuvres qu'on a vues. Malgré toutes ces manœuvres, on nous a presque remanié l'ancienne équipe gouvernementale. Parce que si vous regardez la quasi-totalité, la grande partie, la majeure partie d'anciens ministres sont revenus dans ces gouvernements. La question que je me pose tout de suite, est-ce que ne serait-ce que pour cette configuration, il fallait qu'on perde aussi
les 6 bons mois, les 6 précieux mois pour enfin remanier le gouvernement Sam Lukonde. La femme dit ça comprend que c'est membres du gouvernement passé exactement, on avait bien travaillé et qu'il fallait le reconduire. C'est pas un problème, c'est des compatriotes, ils ont tous les droits de revenir. Mais la question que je pose, c'est que est-ce qu'il fallait qu'on perde tout le temps dans les tractations pour qu'enfin on nous offre ceci comme équipe gouvernementale? Parce que finalement, si c'était le fait de remettre une prime à l'ancienne équipe gouvernementale, ça veut dire que les anciens membres du gouvernement Sam Lukonde avaient bien travaillé selon Madame Judith Souminoa, Luka et son Excellence Monsieur le Président de la République. Si ces derniers avaient bien travaillé, et donc, on pouvait ne serait-ce qu'avoir une minute, et je vais dire une semaine. Lorsque vous regardez aujourd'hui, même dans certains pays d'Afrique, pas plus tard chez Ousmane Sonko et son président, le gouvernement n'a pas tardé. Immédiatement après la nomination du Premier ministre Ousmane Sonko par son ancien camarade de classe qui est devenu enfin le président de la République, M. Diomaye Faye, le gouvernement n'a pas tardé. Et vous allez voir certains scientifiques dans ces pays dire que la configuration politique de ces pays-là n'est pas la même avec la RDC. Non, c'est un mensonge crapuleux. C'est vrai, on ne peut pas avoir la même grandeur du pays, mais cela ne justifie pas qu'on soit dans les manœuvres dilatoires et qui nous ont pris du temps, cher ami. La toute dernière leçon, si vous voulez, qu'on l'évoque, si vous voulez qu'on l'évoque aujourd'hui, c'est de constater que le profil des individus qui sont membres de ce gouvernement, en dehors d'anciens ministres qui sont revenus, même dans l'équipe d'anciens ministres, il y a quand même des débats qu'il faille être soulevés. Les individus, je ne dis pas que tous les membres de l'ancienne équipe étaient fautifs. Il y en a sûrement qui ont travaillé, mais il y en a d'autres qui ont été, sur qui pesaient des récriminations sérieuses, notamment en termes de détournement de deniers publics, en termes de l'abandon de missions de l'État pour des affaires complètement sordides et complètement privées, et qui sont revenus. Et encore une question de se dire, est-ce que ces pays ne se limitent que dans le carcan politique? Parce que moi je me dis, dans cette leçon, la dernière que je vais donner, c'est de considérer que le gouvernement devait aussi être élargi aux individus qui ne sont pas forcément membres des partis politiques. Parce que depuis un temps, la leçon qu'on nous donne dans ces pays, c'est de considérer que pour accéder aux hautes fonctions du pays, il faut au moins appartenir à un parti politique. C'est dit n'importe quoi. Le pays n'est pas forcément constitué par les membres de partis politiques. Et c'est ça la leçon qu'on nous donne. Nous, on avait estimé, comme je le disais tout à l'heure, de par le monde, on table aussi sur des personnes qui, dans la vie sociale, ont eu des expériences. Qui sait? Qui dit que nous, ici, nous ne pouvons pas devenir des ministres? Je ne suis pas en train de faire une apologie pour ma propre personne, ou encore un propos négatif sur ma personne. J'estime au moins que d'autres compatriotes qui ne sont pas forcément membres des partis politiques ont des intelligences qui peuvent déployer au service de la nation. Et ces individus pouvaient être recherchés. Ne serait-ce qu'aujourd'hui dans les universités du pays. Est-ce qu'on ne pouvait pas aller dans les universités? Parce que dois-je rappeler que ce pays a été dirigé par des universitaires. L'Étienne Tshisekedi, juste après la première expérience que nous avons eue dans la gouvernance, c'était des universitaires qu'on est allé rechercher. En dehors, bien sûr, de leur appartenance politique, leur appartenance tribale, on est allé chercher des intelligents dans les universités. Est-ce qu'il n'y avait pas nécessité de regarder dans les autres composantes de la nation et puiser les intelligences qui pouvaient servir la nation, qui est de tabler essentiellement sur les partis politiques et règlements politiques? L'RDC fait face à d'énormes difficultés, notamment sur le plan sécuritaire. 54 membres du gouvernement. Est-ce que c'est super rassuré le peuple congolais, selon vous? Non, mais c'est ce que je dis tout à l'heure. Le problème, c'est que le nombre, pour moi, est tout simplement décevant parce qu'on ne pouvait pas avoir autant de membres parce que, au regard des questions principales que nous avons, d'un côté, la guerre que nous avons à l'est du pays, de l'autre côté, les sociales des Congolais qui doivent être retrouvés dans la gouvernance actuelle, parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'IDPS prône le peuple d'abord. Le peuple d'abord est une pensée qui résume essentiellement l'urgence que le gouvernement a de rencontrer sûrement les préoccupations de la population. Mais lorsque nous avons la guerre à l'Est, alors cette guerre de l'Est a besoin des efforts de guerre. Nous avons besoin des moyens qui doivent être mobilisés pour que le pays, la République, gagne en temps
la République gagne en énergie financière, la manne financière qui est due, par exemple, aux membres du gouvernement, parce que je considère que c'est un effectif pléthorique, on a plus de membres inutiles, alors qu'il y avait nécessité qu'on compresse et avoir la possibilité de réduire les trains de vie des institutions. Alors, les effets secondaires de ces trains de vie réduits des institutions devaient effectivement permettre à ce que les autres urgences nationales que nous avons, notamment la question de l'Est du pays, aient suffisamment d'attention, aient suffisamment de moyens. Et donc, il n'y a rien à espérer avec ce gouvernement. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a rien à espérer, mais je pense que les jalons ont déjà été très mal placés, et donc je ne vois pas dans quel contexte on va se retrouver pour que, d'un côté, on satisfasse le besoin de ceux qui vont être au ministère, parce que, rassurez-vous, que lorsque les cabinets vont être constitués, vous verrez qu'il y a des Congolais qui vont être pris au service, et ces Congolais vont émarger essentiellement des maigres ressources de l'État. Et donc, ils vont être payés. Comment est-ce qu'ils vont être payés? C'est que on va concentrer des mannes financières essentielles qui sont en difficulté mobilisées au niveau national pour payer ces individus. Et de l'autre côté, nous avons des questions de route, nous avons des questions de survie du Congolais, nous avons des questions relatives, bien entendu, à la sécurité nationale. Et toutes ces questions, je ne sais pas par quel mécanisme ils vont y arriver. Parce que déjà, j'estime que l'effectif de ministre me paraît très pléthorique. Vous avez évoqué cela tout à l'heure, vous avez parlé de ce gouvernement qui compte un peu trop de membres 54. Vous avez également évoqué la question du déséquilibre. Est-ce qu'il faut à ce jour dire que Madame Judith Suminwa, qui avait promis de ne pas travailler avec le président de certains partis politiques et regroupements politiques a failli, presque assez dit? Bon, parce que je ne vais pas situer dans la question au niveau de la première ministre, parce que déjà, à partir de sa nomination, au-delà du fait que c'est une technocrate, elle a travaillé, bien entendu, elle était tout récemment ministre du Plan. Ça veut dire qu'elle devait sûrement avoir de l'intelligence à assurer. Parce que la question n'était pas d'avoir une femme forcément à la tête du ministre ou un homme à la tête de la primature, mais la question était d'avoir un individu qui devait sûrement jouer son rôle de direction du gouvernement pour traduire en acte les 6 priorités déroulées lors de l'investiture par le président de la République. Que ce soit un homme ou une femme aujourd'hui, la question n'était pas sur le sexe, la question était sur l'homme orchestre ou la femme orchestre qui devait sûrement prendre à bras le corps ses responsabilités. Mais maintenant, la question que vous posez me paraît très essentielle. Est-ce qu'elle a failli à sa mission? Je ne dis pas que c'est seulement elle qui devait être à la manœuvre pour constituer le gouvernement. Il y a beaucoup d'implications. Vous avez vu que nous avons perdu le temps, non seulement parce que l'informateur qui était nommé par le président de la République devait assurer, Kabouya devait assurer les consultations. Après, quand on a nommé finalement Madame Judith, elle devait aussi assurer les nouvelles consultations, mais ces consultations n'ont pas sûrement abouti. Il y avait encore une autre préoccupation, c'est que les chefs de corps, les chefs de partis politiques, majoritairement représentés au niveau de l'Assemblée nationale, devaient s'entendre. Mais de leur attente, il y a aussi d'un côté les pouvoirs discrétionnaires du président de la République. Et ça, ce sont des questions qui devaient sûrement figurer à l'ordre du jour dans la composition. Alors, la question que je me pose tout de suite, c'est de savoir, est-ce que c'est elle qui n'a pas vraiment correctement fait son travail, ou l'un comme dans l'autre, les différents pesanteurs ont pesé pour que finalement on ait une équipe que nous avons aujourd'hui. Mais à ma connaissance, je pense que c'est toute la stratégie tout autour qui a échoué, parce que si on était dans la perspective, comme je le disais, la réduction du train de vie des institutions, on aurait moins de 50 ministres du gouvernement. Deuxième préoccupation, on aurait un gouvernement essentiellement représentatif. Ça veut dire que chaque province devait avoir la même responsabilité.
que d'avoir des provinces qui n'ont vraiment rien, à qui on a proposé la province, les provinces comme le Kasaï central ne se sont contentés que de vice-ministres. La question tout de suite que je me pose, que vaut un vice-ministre ou une vice-ministre dans la gestion du pays? Parce que dès lors que le titulaire est là, c'est lui qui a la voix délibérative au sein du Conseil des ministres. Qu'est-ce qu'un vice-ministre, qu'est-ce qu'une vice-ministre va assurément faire? Je pense que certaines provinces n'ont pas été représentées dans ce gouvernement. À votre avis, qu'est-ce que cela peut avoir comme impact sur la gestion du pays? Je pense que c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il y aura sûrement des frustrations parce que les frustrations ont commencé. Même pas forcément par rapport aux provinces, mais il y a des partis politiques qui sont majoritairement représentés à l'Assemblée nationale. Justin Kabou a convoqué une réunion avec l'Union sacrée. En urgence, à l'Union sacrée. Mais non seulement lui, parce que lui est directement lié à la gouvernance, mais vous pouvez parler aussi d'Eliezer Ntambwe, le garde des Acer. D'une certaine manière, il a exprimé sa déception. Même s'il n'a pas voulu le dire d'une manière clairement exprimée, mais vous lisez son expression faciale, vous comprenez que le gars est complètement déçu parce qu'il estime qu'il a été majoritairement représenté au Parlement, mais pourquoi on lui a accordé même pas un vice-ministère? Vous avez par exemple le gouverneur Ngobila, l'ancien gouverneur de Kinshasa, qui estime qu'il a des élus. Mais ces élus, au nombre de ces élus, il n'a retrouvé rien, même pas un vice-ministère. Donc, toutes ces frustrations ne vont pas sûrement permettre à ce que les gens puissent avoir une adhésion à la politique que va imprimer la première ministre à travers son gouvernement. Mais en dehors de ça, par rapport aux provinces qui ne se sont pas retrouvées, c'est toute cette frustration parce que le gouvernement doit bénéficier de ce qu'on appelle adhésion. Voilà. Alors, c'est cette adhésion qui va permettre à ce que le programme qui va être déroulé puisse être récupéré moralement et spirituellement par la population afin qu'on ait des résultats. Parce que dois-je ici rappeler, qu'est-ce que vous faites si ce n'est pas partagé par ceux à qui vous prétendez le faire? C'est un échec prévisible. Alors, je ne suis pas prophète des malheurs pour penser que ce déséquilibre va sûrement engendrer l'échec, mais je considère, en tant que scientifique, que les décors ont été déjà très mal placés, et de ces décors, je pense que si ces frustrations ne sont pas gérées correctement, on peut aboutir à un échec de la logique qui va être imprimée par les gouvernements. Les partis et les groupements politiques qui avaient un nombre un peu élevé de députés, alors qu'ils ne se sont pas retrouvés, on peut aujourd'hui dire que la composition de ce gouvernement était plutôt de quel principe? Et donc, c'est ça la question, toute la question. Déjà, au départ, je me disais que le principe instauré par la Constitution, c'est le principe de la représentativité. Exactement. Mais je pense que de cette représentativité, on devait aussi tenir compte significativement du poids politique. Parce que le poids politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des partis politiques qui ont montré leur ancrage. Mais cela ne pouvait pas suffire. Si déjà d'un côté, on n'a pas tenu compte des poids politiques, des partis politiques qui sont majoritairement représentés au sein du Parlement, on n'a pas aussi non plus tenu compte du seul principe qui est instauré par la Constitution, la représentativité. Moi-même, je ne sais pas, les gens qui ont participé à des réflexions pour la composition de ces gouvernements ont tablé effectivement sur quel principe pour qu'on nous sorte cette ossature que nous avons aujourd'hui. S'il faut parler de la représentativité, le cas concret, c'est pour la province du Kasaï central qui s'est retrouvé avec une vice-ministre de l'Intérieur qui ne peut qu'agir en l'absence des intérimaires. Est-ce qu'on peut... Alors faut-il que l'intérimaire ne sera pas absent parce que la mission principale d'un ministre, c'est notamment d'être là et diriger la vision du gouvernement dans son secteur. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la province du Kasaï central est oubliée dans la gestion du président Tshisekedi? Oui, mais c'est le cas de le dire, cher ami, parce qu'on n'ira pas par quatre chemins pour constater que ce soit pour le premier mandat de Félix Tshisekedi, le premier mandat qui est passé de 2018 à 2023, et le deuxième mandat qui a commencé, sauf s'il y aura un remaniement ministériel pour que ces provinces, notamment le Kasaï central, se retrouvent. Mais à ce stade, on constate que le Kasaï central a été sûrement victime de la mauvaise foi. Il n'y a pas autre chose qu'on puisse dire. Le Kasaï central a été de nouveau victime de la mauvaise foi parce que ce n'est pas normal que lors du premier mandat
le Kassai central n'a pas été représenté. Exactement. Dois-je rappeler que le ministère qu'on avait donné à Mouting, d'abord Mouting qui était membre du gouvernement, c'était le choix d'Ensemble pour la République. Ce n'était pas un choix délibéré de celui qui devait composer le gouvernement. Et donc, si les amis de Ensemble de Moïse Katumbi n'avaient pas pensé qu'il fallait remettre ces gouvernements ces membres du gouvernement, ces postes qui leur revenaient au Kassai central, on n'aurait pas un représentant dans le gouvernement. Voyez-vous, on avait donné le ministre John Ntumba, le fait John Ntumba, on lui avait donné ne serait-ce que la gestion de l'enseignement technique. Mais pour combien de temps? Et par la suite, il a été, nous connaissons ce qui lui est arrivé. Et donc, le Kassai n'a pas été représenté au premier gouvernement, ce qui a fait que ses préoccupations majeures, les attentes sur base desquelles le président de la République a eu un grand score ici au niveau de la région, ont été presque dessus. Parce que dois-je rappeler que chaque province a toujours ses attentes spécifiques. Exact. Mais pour le Kassai central, nous avions des attentes qui ont été clairement exprimées. Parmi ces attentes, c'est notamment qu'on ait le courant à partir du barrage Katende et qu'on ait les débouchés, notamment l'ouverture par la mer à travers la route Kananga-Kalamambouji, et aussi qu'on finalise les travaux de la route Kananga-Kinshasa passant par Chikapa, la route qui s'est arrêtée depuis Joseph Kabila sur Kamoucha. Mais aucune de ces attentes, lorsque vous regardez, durant le premier mandat de Félix Tshisekedi, les 5 ans qui sont passés, aucune de ces attentes n'a été rencontrée. C'était une déception. La population était partagée entre le désespoir et la déception. Pourquoi? Parce qu'on se disait, est-ce qu'il y a possibilité que cette injustice soit corrigée? Mais curieusement, lorsqu'on forme le tout premier gouvernement de ce deuxième mandat de Félix Tshisekedi, on sent que on a été de nouveau ignoré. C'est tout ce qui se raconte aujourd'hui dans l'opinion. Moi, je vais demander à Mboutachimini officiel de promener son micro pour que vous compreniez que dans l'opinion, d'une certaine manière, les gens sont très déçus de ces régimes. Lorsque vous regardez sur le terme des élections, aucune province n'a dû accorder un suffrage comme celui que le Kassai central a accordé au président de la République durant le 2 mandats. Mais pour quel résultat? Parce qu'aujourd'hui, les enjeux autour de cette question, c'est que si vous n'avez pas le vôtre mieux placé au niveau du gouvernement de la République, il ne faut rien espérer. Faut rien espérer. Faut rien espérer parce que la preuve est là. On n'a rien espéré. On n'a rien eu lors du premier mandat. Et donc, vous voulez dire que le peuple centrafricain n'a pas compté sur le président de la République? Non, moi je pense qu'il faut compter sur lui parce que c'est le garant du pays, mais il faut clairement s'exprimer pour lui dire qu'il a dessus. Et c'est ça aujourd'hui l'expression qui est ouvertement donnée au niveau du Kassai quand vous descendez. Non seulement la misère vous accueille, non seulement l'abandon du président de la République, dois-je rappeler, qui est fils du terroir, qui devait penser que cette injustice devait être corrigée. À un moment, il est une fils d'ici, même un seul qui soit ministre. Mais quand vous avez un vice-ministre, vous n'avez fait rien. Parce que le vice-ministre, comme je le disais tout à l'heure, au Conseil des ministres, ne peut rien dire tant que son titulaire est là. Voyez-vous? Ça veut dire que c'est une injustice sociale grave parce que les attentes qui ont été présentées au président de la République devaient être récompensées, c'est notamment par ça. Et donc, au regard de cette configuration actuelle, la déception qui est exprimée par le peuple se justifie et il y a nécessité que le président de la République suive le cri de cette province. Je crois que nous le dirons dans les propositions. Mais parce que nous devons également terminer, également par ces propositions, le gouvernement sera bientôt investi avec ses 54 membres, surtout pour la province du Kassai central, qu'est-ce qui est prioritaire et le gouvernement devrait prendre en compte en toute urgence. Depuis le premier mandat, nos 2 priorités sont restées intactes. Elles n'ont jamais été rencontrées. La province a souffert des ténèbres depuis la nuit des temps. La province n'a jamais été électrifiée. Et vous savez que de cette situation, il y a eu plusieurs questions relatives à l'insécurité que la province a traversées. En dehors de ces questions sur l'électrification, il y a aussi une question centrale sur l'enclavement de la province. Il faut désenclaver la province. Et la solution qui a été imaginée, parce que nous sommes une province au centre du pays, la seule bonne possibilité de la désenclaver, c'est lui permettre un accès libre
sur la mer à travers cette route qui a été appelée la route de l'espoir, la route Kanakalamambouji, mais aussi permettre l'interconnectivité des provinces de la région du Kasaï. Il ne faut pas accélérer, cher ami. Les gens sont partis de cette province. Vous avez même suivi cette histoire de Malembankoulou et cette histoire du Haut-Katanga, le surpeuplement de cette région du Katanga par les habitants ressortissants du Kasaï. Ils fouillent essentiellement la misère. Vous avez même suivi le propos quelque peu déplacé de Augustin Kabouya qui, au lieu d'affronter les problèmes et de reconnaître Augustin Kabouya qui est le secrétaire de l'UDPS, qui devait sûrement affronter le vrai problème en disant clairement que l'exode qui est aujourd'hui constaté au niveau de la région du Kasaï, c'est parce que nous n'avons pas investi dans cette région et qu'il fallait créer des structures pour permettre à ce que la vie soit vécue ici. Augustin Kabouya vous a dit qu'il fuit la sorcellerie chez eux. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc ça veut dire que d'un côté, c'est un aveu d'échec, alors qu'il y avait nécessité de reconnaître qu'il y a eu un échec de gouvernance, spécifiquement par rapport à la région du Kasaï, qui attend beaucoup de ces régimes. Alors, ce qu'on attend de ces régimes, c'est notamment rencontrer nos problèmes que nous avons listés tout à l'heure, le problème de l'interconnectivité des provinces de la région du Kasaï, parce que ce n'est pas quand même acceptable que nous soyons membres de cette composante de la République et que nous ne savons pas, à partir de Kananga, rejoindre facilement Chikapa, rejoindre facilement Mbujimaï, Lomami et Sankourou, ainsi de suite. Je pense que ce sont des injustices que nous avons subies, que nous avons essuyées, et c'est des injustices qui doivent être corrigées si, effectivement, le peuple centre-kassaïen peut espérer quelque chose de ces gouvernements. Parce qu'il est quand même inadmissible. Vous avez vu, les préoccupations du Kasaï central n'ont pas été abordées lors du premier mandat. Alors que, pas plus tard qu'il y a 2 jours, vous avez vu ce qui s'est passé, l'effondrement du pont sur la rivière, je crois, Loubi, la rivière qui mène vers Mbujimaï. Tout de suite, il y a eu une réponse. Il y a une mobilisation qui a été entraînée et qui a fait en sorte que cette réponse doit être rencontrée. Alors que nous, chez nous, nous souffrons ne serait-ce que d'un éclairage public, ne serait-ce que de réponse à nos problèmes. Et je pense que ces injustices, chers amis, chers confrères, c'est le cas de les dire, on doit se regarder en face et dire clairement si on peut espérer sur Félix Tshisekedi ou c'est quelqu'un d'autre sur qui on peut compter. Et ça sera tout pour ce numéro. Ça a été un plaisir pour nous de recevoir sur ce plateau de Moutachimi officiel Van Frédéric Chidane. Je rappelle qu'il est journaliste. Il écrit pour le pointeur.cd. Avec lui, nous parlions de la sortie du gouvernement Judith Sumi Nokibuka. Van Frédéric Chidane, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie, cher ami, et encore une fois de la confiance renouvelée à ma personne. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro. Je vous rappelle, d'ici là, abonnez-vous massivement sur nos chaînes YouTube, Moutachimi officiel, en activant les notifications pour ne rien manquer comme actualité. À tout à l'heure.